Mardi, le Financial Times a publié un rapport qui a attiré l'attention du monde entier. Le président Donald Trump venait de rentrer d'un voyage très médiatisé en Chine, où il avait eu de longs entretiens avec son homologue chinois, Xi Jinping. Lors de ces entretiens, le FT a indiqué que Xi Jinping aurait suggéré que Vladimir Poutine pourrait regretter l'invasion de l'Ukraine. C'est une déclaration sensationnelle. Il est compréhensible qu'elle ait fait la une des journaux dans le monde entier et provoqué une avalanche d'analyses et de commentaires. Dans une tribune pour CNN, Brett H. McGurk a soutenu que les nouvelles tendances sur le champ de bataille suggèrent que Xi a raison et que sa révélation offre une nouvelle chance à la diplomatie de Trump de mettre fin à la guerre, mais avec une approche différente de celle qu'il a déjà essayée. Analysons l'argument de McGurk et ce qu'il suggère sur l'évolution de la guerre. Si vous suivez la politique américaine depuis des décennies, Brett H. McGurk ne vous est sûrement pas inconnu. Diplomate et avocat américain de renom, il a occupé des postes clés en sécurité nationale sous 4 présidents: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden. Il a récemment été assistant adjoint du président Joe Biden et coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Dans ce rôle, il a mené des efforts diplomatiques complexes, dont des négociations pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages détenus par le Hamas. Il a été l'envoyé présidentiel spécial pour la coalition mondiale contre l'État islamique sous Barack Obama et Donald Trump, dirigeant la coalition internationale ayant joué un rôle clé dans la défaite territoriale de l'État islamique en Irak et en Syrie. Il fut l'un des principaux architectes de la stratégie de renforcement des troupes en Irak en 2007 sous Bush, et a aidé à négocier l'accord de sécurité entre les États-Unis et l'Irak. Donc, bien que son expertise soit principalement axée sur le théâtre du Moyen-Orient, il est certainement extrêmement bien versé dans les négociations complexes, et c'est parfaitement ce qu'il faut pour les conclure à partir d'une position de force. Dans sa tribune pour CNN, où il est analyste des affaires mondiales, il explique que les propos de Xi offrent à Trump l'occasion de faire pression sur la Russie pour un accord, et que les nouvelles réalités du terrain devraient favoriser l'Ukraine dans cet accord. Il convient de noter que Trump et les hauts responsables chinois ont tous deux catégoriquement nié que Xi ait tenu de tels propos. Le Financial Times rapporte que des sources proches de l'évaluation américaine du sommet de Pékin ont relayé les propos de Xi. Le journal ne les cite pas. L'article précise aussi que le ministère chinois des Affaires étrangères a jugé le rapport totalement faux, et que Trump a déclaré aux journalistes que Xi n'avait jamais dit cela. La fiche d'information de la Maison-Blanche sur le sommet de Pékin ne faisait aucune référence à des conversations sur Poutine ou sur la guerre en Ukraine. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jieqin, a ensuite réitéré le démenti, déclarant aux journalistes que les informations mentionnées ne correspondent pas aux faits et sont entièrement fabriquées de toutes pièces. Il est rare que le dirigeant chinois fasse une déclaration aussi directe, étant habituellement plus prudent. L'article du Financial Times indique que, selon ses sources, ce commentaire dépasse tout ce que Xi a dit sur l'Ukraine lors de discussions avec Joe Biden, prédécesseur de Trump. Trump a aussi affirmé que Xi lui avait dit au sommet que les États-Unis étaient une nation en déclin, ce que Trump approuve. Ce serait aussi inhabituellement franc de la part de Xi, ce qui crédibilise le rapport du Financial Times. A l'inverse, un tel commentaire aurait sans doute provoqué un malaise lors de l'arrivée de Poutine à Pékin cette semaine, pour son sommet avec Xi. Aucun malaise de ce type n'était visible. Au contraire, les réseaux sociaux russes et chinois se sont vantés que Poutine ait retiré sa veste pendant les discussions. En Russie, cela indiquerait que quelqu'un se sent en sécurité et à l'aise. Alors, qui sait vraiment si Xi l'a réellement dit ou non? McGurk le considère comme un fait et affirme que les tendances actuelles de la guerre étaient cette affirmation. Poutine comptait sur 2026 pour que ses forces, grâce à leur supériorité en nombre, brisent les lignes de front et prennent les régions disputées dans l'est de l'Ukraine. Mais cela ne s'est pas produit, du moins pas encore. En fait, la Russie semble reculer. Selon une évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW1, en avril, l'Ukraine a réalisé un gain territorial net et la Russie a connu des pertes territoriales nettes. Une première depuis l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk en 2024. Selon le rapport, environ 45 miles carrés de territoire ont été repris. Le War Tracker de The Economist note également que de 2026 à aujourd'hui, l'Ukraine a enregistré de petits, mais significatifs gains territoriaux, pour la première fois, depuis 2023. Ces rapports diffèrent fortement de ce que la Russie affirme pour la même période. Le chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov, a récemment affirmé que les forces russes avaient conquis environ 1700 km² de territoire, capturé 80 localités et libéré les dernières localités restantes dans l'oblast de Luhansk en 2026.
Des images géolocalisées diffusées par les Russes semblent confirmer la dernière partie de cette déclaration. Appelez cela brouillard de guerre ou propagande, mais une autre statistique macabre soutient les avancées ukrainiennes, les échanges de corps entre les deux camps. Le nombre de soldats morts échangés a longtemps remis en question les affirmations occidentales et ukrainiennes sur les pertes russes, bien supérieures à celles de l'Ukraine. Dans certaines régions, ces estimations ont atteint des proportions ahurissantes. Par exemple, les évaluations des services de renseignement ukrainiens, à la fin de 2025, estimaient que jusqu'à 27 soldats russes étaient tués pour chaque Ukrainien perdu lors de la lente prise de la ville de Kupiansk, bien que Reuters n'ait pas pu vérifier ce chiffre. Le commandant en chef ukrainien, Alexandre Syrsky, a annoncé cette semaine un ratio de pertes bien plus faible. En ce qui concerne les tués, selon les jours, le ratio atteint 7 ou 9 fois. C'est le ratio des morts, a-t-il déclaré. C'est 3 fois moins que pour Kupiansk, mais cela reste extrême. Selon une règle militaire, une force attaquante doit souvent avoir un rapport de 3 contre 1 pour réussir une offensive. Cette estimation passe à 5 contre 1 pour une zone très fortifiée. Ces rapports indiquant qu'une force attaquante subit généralement plus de pertes que les défenseurs. Donc, 7 ou 9 contre 1 représenteraient des pertes effroyables pour les Russes. Les analystes occidentaux indépendants sont généralement plus prudents dans leurs estimations. Des sources comme le Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, estiment un ratio d'environ 2,5 contre 1 en faveur de la Russie pour les pertes totales, y compris les morts, les blessés et les disparus, mais un ratio supérieur pour l'Ukraine concernant uniquement les décès. Le souci, c'est que les échanges de morts ont surtout avantagé l'autre camp. Depuis l'invasion russe en 2022, des échanges réguliers de dépouilles ont lieu, selon les données compilées à partir de sources officielles par le site russe de suivi des pertes de guerre Lost Armor. Au total, la Russie a rendu 24 955 corps ukrainiens et en a reçu 3 450 en échange. Cela représente un ratio total d'échange de 7,23 Ukrainiens morts pour chaque Russe mort. En 2026 jusqu'à présent, 3 528 Ukrainiens ont été rendus en échange de 155 Russes, soit un ratio de 22,76 pour 1. C'est nettement inférieur aux chiffres échangés en 2025 où 16 304 Ukrainiens ont été échangés contre 439 Russes, soit un ratio de 37,14 pour 1. Plus précisément, lors du dernier échange qui a eu lieu la semaine dernière, 526 Ukrainiens ont été échangés contre 41 Russes. Le ratio reste de 12,8 pour 1, mais les échanges mensuels tournent depuis un moment autour de 1000 contre 10 à 20. La partie ukrainienne avance depuis longtemps 2 raisons pour expliquer cette grande disparité. Premièrement, ils affirment que les Russes gonflent les chiffres, en incluant certains de leurs propres morts, ou des parties de corps de soldats tombés au combat qui avaient déjà été partiellement restitués. Ils affirment surtout que, les Russes avançant, ils récupèrent les morts sur les positions prises, contrairement à l'Ukraine, ce qui gonfle artificiellement le ratio. Lors du dernier échange, le nombre de Russes a doublé par rapport au dernier mois, et celui d'Ukrainiens a presque diminué de moitié. En utilisant les arguments de l'Ukraine, cela suggère que l'Ukraine commence effectivement à progresser sur le champ de bataille, récupérant les Russes morts, en avançant dans les positions qu'ils occupaient auparavant. McGurk affirme que l'offensive russe étant bloquée et l'Ukraine avançant, la pression se fait sentir en Russie même. Un mécontentement ouvert s'exprime désormais sur le coût de la guerre. Récemment, dans une rare manifestation publique de dissidence, le parlementaire russe Renat Soulaïmanov a averti que l'économie russe ne peut supporter une guerre prolongée en Ukraine. Il a indiqué que 40% du budget fédéral est consacré à la défense et à la sécurité, soit 1,5 fois plus que toutes les dépenses sociales. Soulaïmanov a affirmé que ces dépenses massives favorisent l'inflation, freinent les investissements et les programmes sociaux, et causent des distorsions économiques durables, soulignant que chars et obus n'apportent rien aux consommateurs. C'est le genre de commentaires qui, en général, font que quelqu'un tombe accidentellement d'une fenêtre du 24e étage. C'est courageux de la part de Soulaïmanov de les exprimer publiquement, signe clair de la pression croissante sur l'économie russe, due à la guerre prolongée. Un autre signe évident est la forte baisse du taux d'approbation de Poutine. L'Institut de sondage d'État russe VTSIOM rapporte que le taux d'approbation de Poutine est tombé à 65,6% fin avril 2026, le niveau le plus bas enregistré depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. C'est une baisse significative de plus de 12 points de pourcentage par rapport à décembre 2025, ce qui a poussé l'agence de sondage contrôlée par l'État à revoir sa méthodologie d'enquête pour mieux contrôler le récit à l'avenir.
McGurk affirme que la pression vient notamment des drones utilisés par l'Ukraine, qu'il considère comme un multiplicateur de force. L'Ukraine ressemble aujourd'hui moins à un État en survie qu'à un innovateur militaire redéfinissant la guerre avec des systèmes autonomes produits en masse, écrit-il. Cela a remis en cause l'idée que l'avantage numérique russe serait décisif. Le long du front, l'Ukraine a créé une zone de destruction de 10 à 15 km où la Russie ne peut avancer sans subir d'attaques de drones constantes. C'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement un argument convaincant. D'après le dernier rapport trimestriel de l'inspecteur général du Pentagone sur l'opération Atlantic Resolve, la Russie a atteint une parité dans le déploiement de drones tactiques. Le rapport précise aussi que la Russie garde sans doute une capacité supérieure pour mener des offensives soutenues et rapides, et qu'elle a l'avantage en tir direct, logistique, génération de forces et protection des forces. Pour recevoir les principales actualités militaires chaque jour, abonnez-vous dès maintenant. Sur The Military Show, nous ne faisons pas que reprendre les gros titres. Nous allons au fond des choses pour vous apporter la véritable histoire et expliquer pourquoi elle est importante. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. La Russie a instauré partout les mêmes zones de destruction, rendant l'avancée ukrainienne aussi difficile et coûteuse que celle des Russes. Bien que les lignes de front soient dans une impasse concernant la guerre des drones, les frappes à longue portée de l'Ukraine au cœur de la Russie s'intensifient et causent des pertes croissantes. Pour citer McGurk, les drones ukrainiens frappent régulièrement en profondeur la Russie, ciblant bases aériennes, usines, infrastructures énergétiques, dépôts de munitions et centres logistiques. La capacité des drones ukrainiens à atteindre Moscou aurait contribué à l'intérêt de Poutine pour un cessez-le-feu temporaire lors des commémorations du jour de la victoire dans la capitale, permettant ainsi un défilé sans la menace de voir surgir des drones de nulle part et de gâcher le spectacle. Il minimise à quel point les frappes de drones ukrainiens sont récemment devenues un vrai problème. Depuis 2 ans, les lancements de drones ukrainiens à longue portée augmentent, avec une forte hausse ces derniers mois. C'est à la fois au sens figuré et, pour de nombreuses installations russes touchées, au sens propre. De 110 drones en janvier 2024. Le chiffre est passé à plus de 7000 en mars 2026, avec le nombre total de lancements multiplié par 5, rien qu'au cours de l'année 2025. En mars, l'Ukraine a dépassé la Russie pour la première fois, en nombre de drones longue portée lancés en un mois. Des responsables russes ont récemment signalé la plus grande attaque contre la capitale en plus d'1 an, avec plus de 550 drones interceptés par les défenses aériennes. Plus de 1000 drones ont été lancés lors de cette vague, visant la région de Moscou et d'autres zones au cœur de la Russie. Comme l'a souligné M. McGurk, ces attaques forcent la Russie à disperser ses défenses, déplacer ses avions, renforcer ses infrastructures et mobiliser plus de ressources pour sa défense nationale. Militairement, l'Ukraine élargit le champ de combat et accroît le coût de la guerre pour Moscou, alors que celle-ci peine à progresser en Ukraine. Selon M. McGurk, M. Poutine est contraint de faire face à une défaite stratégique. Les guerres offensives sont finalement jugées non pas par les lignes tracées sur une carte, mais selon qu'elles atteignent ou non les objectifs politiques pour lesquels elles ont été lancées à l'origine, écrit-il. Les objectifs de M. Poutine lors de l'invasion étaient la soumission de l'Ukraine, l'affaiblissement de l'OTAN et la restauration de la puissance russe en Eurasie. Ces objectifs sont de plus en plus hors de portée pour Moscou. En ce qui concerne la soumission totale de l'Ukraine, M. McGurk déclare « Le champ de bataille et l'issue de la guerre se concentrent désormais sur la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, sans aucune chance pour les forces russes de s'emparer de Kiev, l'objectif initial de M. Poutine. » Bien que les lignes de front soient brutalement actives bien au-delà du Donbass, dans les oblasts de Kharkiv, Soumy, Dnipropetrovsk, Zaporijia et Kherson, l'idée générale est juste. Sauf si la Russie mobilise une grande armée de réserve et lance une offensive majeure via la Biélorussie, ce contre quoi Zelensky et Syrski alertent récemment, rien n'indique qu'elle puisse tenter de prendre Kiev. La Russie peut-elle redevenir une puissance dominante en Eurasie? Cela dépend à qui vous demandez. Tandis que Brett McGurk juge cette perspective de plus en plus lointaine, Vladimir Poutine et Xi Jinping, lors de leur récent sommet à Pékin, semblent ne pas avoir reçu le message. Au sommet, les deux dirigeants ont signé une déclaration conjointe sur un monde multipolaire que la Russie et la Chine veulent diriger. Le document politique de 47 pages a été signé au Grand Palais du Peuple, en même temps qu'environ 40 autres accords de coopération. Il prône un ordre mondial, basé sur la souveraineté, l'égalité entre États, et s'oppose à l'expansion d'alliances militaires comme l'OTAN et l'AUKUS, qui l'assimilent à la loi de la jungle. Les dirigeants qualifient leur partenariat stratégique de modèle pour les grandes puissances et de contrepoids aux courants unilatéraux et hégémoniques des États-Unis.
En ce qui concerne l'affaiblissement de l'OTAN, on peut soutenir que, dans une certaine mesure, l'Alliance a été affaiblie ces derniers temps, même s'il est très discutable que la Russie y soit pour quelque chose. Donald Trump n'a jamais été un grand partisan de l'OTAN. Lui et des membres clés de son administration, tels que le secrétaire d'État Marco Rubio et le secrétaire à la guerre Pete Hegseth, ont plusieurs fois remis en question la contribution jugée disproportionnée des États-Unis à l'Alliance. Donald Trump était très mécontent que les partenaires européens de l'OTAN refusent de le soutenir contre l'Iran et pour débloquer le détroit d'Ormuz, fermé par l'Iran en réponse aux attaques américaines et israéliennes. En avril, Donald Trump a menacé de réduire le rôle des États-Unis au sein de l'OTAN, voire de quitter l'Alliance si ses membres n'aidaient pas à rouvrir le détroit. D'un autre côté, on peut même affirmer avec encore plus de force que l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine a en réalité renforcé l'Alliance, et non l'a affaiblie. Selon Brett McGurk, malgré les critiques de Donald Trump, l'OTAN est aujourd'hui plus grande qu'au moment de l'invasion russe. La Finlande et la Suède ont rejoint l'Alliance, désormais renforcée, avec une hausse des dépenses de défense dans les capitales européennes de l'OTAN. Ainsi, malgré les pertes énormes et croissantes pour la Russie, Vladimir Poutine a peu de choses à montrer pour sa guerre en Ukraine, et les tendances semblent ne faire qu'empirer de mois en mois, conclut-il. Après avoir détaillé la faiblesse de la Russie et sa vulnérabilité à un règlement désavantageux, Brett McGurk aborde le cœur de son argumentation. Conséquences pour la Chine, et comment Trump pourrait s'en servir pour pousser Poutine à un accord. Xi Jinping a demandé à l'armée populaire de libération de se préparer à prendre Taïwan d'ici 2027, mais il note que son armée n'a pas encore été testée au combat, et que la guerre en Ukraine montre la difficulté de provoquer un effondrement politique rapide chez un défenseur déterminé. Dans les 6 prochains mois, Xi Jinping évaluera ses tendances et les implications pour ses projets sur Taïwan. McGurk estime que cela offre aux États-Unis une occasion en or de renforcer la prudence de Xi Jinping et d'accentuer fortement la pression sur Poutine. La décision intelligente en ce moment est de renforcer l'OTAN et son soutien à l'Ukraine, afin de montrer à Poutine qu'il n'a aucune chance de reprendre l'avantage, et à Xi Jinping que toute action contre Taïwan sera accueillie par une réponse coordonnée. Comme il le souligne à juste titre, l'objectif déclaré de Trump concernant l'Ukraine est de mettre fin à la guerre par un règlement diplomatique, ce qui exigerait probablement que l'Ukraine accepte des concessions territoriales en échange de garanties de sécurité. Il souligne que la diplomatie a échoué. L'Ukraine refuse de céder des territoires qu'elle pense défendre, tandis que la Russie croit pouvoir les conquérir par la force. Fort de son expérience de négociateur, il note que les négociations décisives aboutissent rarement quand les deux parties sont confiantes et que le temps sert leurs objectifs à long terme. Avec l'évolution de la situation en faveur de l'Ukraine, McGurk estime que les hypothèses de cette impasse ne sont plus valables. L'hypothèse sous-jacente à la diplomatie de Trump, d'après ses propres déclarations, est que l'Ukraine, en tant que puissance plus faible, doit faire des concessions à la table des négociations, sinon elle perdra la guerre sur le champ de bataille. Il écrit que cette hypothèse, jadis discutable, est désormais fausse. Les réalités actuelles du champ de bataille ouvrent une opportunité pour la diplomatie. L'Ukraine a désormais plus confiance en sa défense et dépend moins des promesses de Washington. La Russie fait face à un avenir de pertes et de pression économique croissante, sans espoir de percer. Selon McGurk, cela remet les compteurs à zéro. Comme prévu, les efforts américains pour un accord sont en pause depuis le lancement de l'opération Fureur épique contre l'Iran. Il est compréhensible que les États-Unis aient été préoccupés par des questions plus urgentes. La dernière série de négociations officielles menées par les États-Unis remonte à février. Peu d'activité depuis, mais cela pourrait changer. Yuri Ushakov, conseiller influent de Poutine, a annoncé le 20 mai que les négociateurs américains pour l'Ukraine, Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Trump, devaient se rendre en Russie prochainement. McGurk estime que Trump devrait saisir l'occasion et battre le fer tant qu'il est chaud. Pour Trump, la meilleure chance de mettre fin à la guerre réside désormais non pas dans le fait de supposer la faiblesse de l'Ukraine, comme il l'a fait jusqu'à présent, mais dans la reconnaissance de la vulnérabilité croissante de la Russie. Il existe désormais un levier pour imposer un règlement acceptable à l'Ukraine, que Washington devrait utiliser, conclut-il. Nous conclurons également cette vidéo sur cette note. Inutile de dire que nous suivrons bien sûr l'histoire de près, et que nous vous tiendrons informés dans nos rapports quotidiens. En attendant, pour un examen plus approfondi des pertes russes pendant la guerre, regardez cette vidéo. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.